bâtiment durable. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas encore tout à fait, donc Certivea est une filiale du CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, et notre vocation est d'accompagner les acteurs de l'immobilier et de la construction dans les transitions. Alors on parle de transition énergétique et environnementale, et puis plus récemment nous avons enrichi notre champ d'action avec des transitions sociétales et numériques. Et donc nous intervenons au travers de formation, de reconnaissance de compétences. Nous proposons des outils d'évaluation, des outils de reporting, des outils de benchmark, mais également des outils de valorisation au travers des certifications et des labels que nous proposons. On va dire notre panel aujourd'hui de démarches s'est assez considérablement élargi ces dernières années. Autour donc de la démarche globale et durable qui est HQE, haute qualité environnementale, dans les années 90 et qui maintenant couvre le champ du développement durable. Nous travaillons donc à l'échelle des bâtiments, à l'échelle des infrastructures, mais également à l'échelle des quartiers. Et puis autour donc, de cette approche globale et durable, nous proposons des labels thématiques qui, soit associés à HQE, soit indépendamment, vont vous permettre de vous accompagner dans vos stratégies, quelles qu'elles soient, en faveur du développement durable. Donc on va parler de label accessibilité, de qualité de vie au travail, on va parler d'énergie carbone, de bâtiments bas carbone, de bâtiments à énergie positive, on va parler de biodiversité avec Biodiversity, on va parler de bâtiments connectés et communiquants avec Ready to Services, et on va parler de sécurité avec Serenity. Tous ces démarches, ce sont des certifications et des labels, mais aussi, comme je l'ai dit, des occasions de se former, de faire reconnaître ses compétences, de s'auto-évaluer, de faire du reporting sur tout ou partie de ces référentiels. Référentiels qui, on ne le souligne jamais assez, sont établis avec les professionnels. Nous travaillons bien sûr, filiale du CSTB oblige, à mettre de la science dans nos référentiels. On ne fait pas du greenwashing. Et en même temps, nous travaillons avec des professionnels de façon à ce que les référentiels soient des supports de démarche qui aient une véritable valeur ajoutée pour les acteurs, les professionnels de l'immobilier et de la construction. Donc vraiment un travail très collaboratif sur chacun de ces sujets qui permettent d'aboutir à des outils dont le marché s'empare au fur et à mesure qu'ils sont développés. Voilà, en termes de résultats ou d'impact, en France, nous avons donc certifié plus de 2500 bâtiments, soit 41 millions de mètres carrés. Alors ça, comme ça, on a du mal à se représenter ce que ça veut dire, mais sachez que 14% des surfaces de bâtiments non résidentiels mis en chantier tous les ans sont certifiés par Certivea. C'est une démarche qui est purement volontaire, donc ça prouve qu'il y a une certaine valeur ajoutée à ce que nous faisons ensemble. Il y a plus de 50 opérations d'aménagement durable qui sont certifiées en France. 310 experts construction sont certifiés pour leurs compétences et 350 référents certification sur l'ensemble des certifications et des labels. Donc ce sont autant de professionnels formés dont les compétences sont reconnues et qui sont capables d'accompagner les professionnels de l'immobilier dans leur démarche de développement durable. Et puis donc Serway, une filiale commune avec Cercal, qui est le grand certificateur français de logement pour l'international. Et donc avec Cercal, nous sommes actifs dans 25 pays, 26 peut-être maintenant, je ne sais pas si Cosmine est là pour corriger sur les chiffres, je crois que c'est 26 pays, pour porter le savoir-faire français en matière de construction durable, accompagner les acteurs et s'enrichir aussi, puisque à l'international, on apporte, mais on reçoit aussi beaucoup. Voilà, alors dans notre, je dirais, produit phare qui est HQE sur les bâtiments tertiaires a été complètement rénové en 2016
Et je voulais vous rappeler en quelques slides ce qui avait présidé à ces évolutions et quelles sont les grandes thématiques sur lesquelles nous avons travaillé ensemble. On est parti du constat, hein, ces référentiels historiques HQE basés sur les 14 cibles sont nés dans les années de, je me tourne vers Anne-Sophie, directrice de l'Alliance HQE, 90 le lancement de l'Alliance HQE, 94 hein, plutôt, et puis 2000 quelque chose, la formalisation des 14 cibles. Évidemment, en plus de 10 ans, les choses ont beaucoup changé. À la fois, il y a une certaine pratique de la qualité environnementale qui est intervenue, bien sûr, dans les opérations immobilières, mais aussi de nouveaux enjeux sont apparus. Donc, le développement durable vient remplacer dans les politiques des entreprises la qualité environnementale. Hein. Les rapports RSE, évidemment, ont été très structurants pour ça. Donc la loi Grenelle, d'une certaine façon. On attend de plus en plus, enfin vous attendez de plus en plus des performances réelles et pas seulement des performances théoriques. Et c'est vrai que ça a été un reproche qu'on a pu faire à des référentiels qui étaient parfois trop basés sur des stratégies de moyens et pas assez sur des résultats. Donc de la performance pour accompagner des contrats de performance énergétique, des engagements de performance, des annexes environnementales au bail, et puis pour aussi traduire le véritable progrès, les véritables bénéfices qu'il y a finalement à s'engager dans des démarches de développement durable. Des demandes de flexibilité, d'usage, des nouveaux services aux utilisateurs. Hein, on était ce matin dans une conférence sur le numérique, voilà, le bâtiment devient une plateforme de services, même sans numérique d'ailleurs. Hein, le Building as Services, c'est quand même une grande tendance aujourd'hui de l'immobilier, c'est-à-dire que les services offerts par les bâtiments deviennent plus importants que les bâtiments eux-mêmes, même si les bâtiments gardent encore une valeur patrimoniale, il ne faut évidemment pas le nier, mais les services qui sont offerts par l'immobilier deviennent un élément important de la valeur. Et puis les données, voilà, on est dans un monde où la donnée a une valeur, est utile, et on a d'ailleurs constaté qu'aujourd'hui, il y avait un coût d'acquisition de la donnée qui était très grand, et que les acteurs de l'immobilier, plusieurs fois, demandaient les mêmes données, peut-être parce qu'il n'y avait pas la confiance accordée à cette donnée, mais souvent on fait des due diligence, on fait des études, on fait etc. Puis finalement on les oublie. Et puis quand on a besoin de nouveau de données, on essaie de reconstituer ce qui se passe. Et donc autour de la donnée, et bien sûr des outils numériques qui les sous-tendent, il y a un vrai enjeu, y compris économique. Hein. Voilà, imaginez le coût d'une due diligence, si vous pouviez vous passer d'une due diligence quand vous choisissez un nouvel immeuble ou quand voilà, vous imaginez ce que ça se traduit en euros. Voilà, tous ces grands déterminants nous ont poussé donc à faire évoluer nos référentiels HQE de NF-HQE bâtiment tertiaire vers HQE bâtiment durable, donc un nouveau millésime de la certification. Donc pour être en phase avec les évolutions du secteur, donc on vient d'en parler, pour valoriser bien sûr les actions auprès des investisseurs et des locataires. Les investisseurs ont des besoins propres et donc ont besoin de mesures de performance sur un certain nombre de critères, notamment l'exposition au carbone par exemple. Hein. Les locataires ont peut-être besoin d'autres éléments, peut-être plus proches de la qualité de vie au travail ou des économies de charges qu'on pourrait faire. Et puis, donc ces performances attestées par une tierce partie indépendante, on pense que ça a plus de valeur que des performances qui sont simplement déclarées. Et puis, mieux piloter son patrimoine avec une certification qui est unique pour la construction, la rénovation et l'exploitation. Et c'est une des caractéristiques de HQE bâtiment durable, de couvrir le bâtiment sur l'ensemble de son cycle de vie, et donc de vous permettre là aussi de vous accompagner dans la prise en compte du développement durable à toutes ces étapes. Alors, quelques chiffres issus d'IPD.
des chiffres de 2015 publiés en 2016 qui prouvent qu'effectivement, un bâtiment certifié comparé à un bâtiment non certifié de catégorie équivalente et de localisation équivalente, c'est 11% en moyenne de coût annuel global en moins, hein, de coûts d'exploitation, tout confondu, c'est-à-dire les fluides, l'entretien, la maintenance, l'assurance, etc. Vraiment, pour ceux qui connaissent la méthode IPD, c'est vraiment une méthode très très globale qui prend en compte tous les coûts d'exploitation. Et puis des valeurs locatives et vénales plus élevées. Au final, pour un investisseur, un rendement net global augmenté par rapport à un bâtiment, donc pour les bâtiments en faveur des bâtiments certifiés par rapport à des bâtiments qui ne sont pas certifiés. Et cette étude IPD, c'est la 4e ou 5e maintenant qui est faite, hein, ça a toujours été dans le même sens. Et c'est corroboré par d'autres études en Grande-Bretagne, en Australie, aux États-Unis, qui vont toutes dans le même sens. Voilà, donc comment ça marche? Pour aller au-delà des enjeux environnementaux, on a, avec l'Alliance HQE, déterminé un cadre de référence du bâtiment durable qui s'appuie sur 4 engagements. Un engagement de respect de l'environnement, un engagement de performance économique, un engagement de qualité de vie et un engagement de management responsable. Donc vous retrouvez les 3 piliers du développement durable, environnement, économie, sociétal, et le management responsable qui nous tient à cœur parce que c'est la mise en mouvement finalement de tous les acteurs de l'opération tendus vers un objectif commun de développement durable. Voilà, le développement durable, ça ne s'obtient pas par hasard, hein, ça s'obtient par des personnes compétentes, formées, motivées, qui collaborent le temps d'une opération pour obtenir des résultats de développement durable, et tout ça, c'est le rôle du management responsable. Alors les nouveaux thèmes d'HQE bâtiment durable par rapport à la version précédente, en qualité de vie, c'est sécurité et sûreté, facilité d'accès, facilité d'usage, adaptabilité, transport, service. Donc c'est vraiment la vision centrée sur l'utilisateur. Quels sont les services qu'offre le bâtiment, les services offerts par le bâtiment lui-même ou par son environnement proche, qui donnent la valeur servicielle, je ne sais pas si ce mot existe dans le dictionnaire, à l'immobilier. Sur le respect de l'environnement, autour donc de énergie, déchets, eau, nous avons ajouté les impacts environnementaux sur le cycle de vie, et notamment l'impact carbone, qui évidemment avec l'accord de Paris prend une actualité très très importante. Mais la méthode ACV, elle permet de mesurer tous les impacts environnementaux sur le cycle de vie, hein, y compris sur l'eau, sur les déchets, sur la pression sur les matériaux, etc. Et puis la biodiversité, qui est une valeur qui monte, à la fois parce que c'est un enjeu planétaire qui est évidemment important. L'extinction des espèces va nous poser un problème de santé publique demain et d'alimentation. Ça, c'est vraiment vu à l'échelle planétaire. Mais on a aussi montré que la biodiversité, elle apportait un vrai plus en termes de qualité de vie, en termes notamment d'îlots de chaleur l'été. Et donc, on a introduit un thème à part pour ça. Performance économique, c'est vraiment un nouvel engagement que l'on prend en compte dans HQE. Auparavant, on regardait ça un peu dans le management, mais là, on mesure vraiment, on évalue les charges et les coûts, et donc les gains de charges qu'on peut potentiellement faire, et puis la contribution au dynamisme et au développement des territoires. Et dans le management, pour ceux qui pratiquent la HQE, vous savez que le management a toujours été présent dans les référentiels HQE. La vraie innovation, c'est le commissionnement. Commissionnement comme une démarche qualité pour obtenir la performance réelle des bâtiments. Et puis, il y a une échelle de maturité aussi d'évaluation du management pour tenir compte de la prise en compte plus ou moins importante des besoins et attentes des parties intéressées, hein, quand on est en développement durable. On ne s'intéresse pas qu'aux clients, en final, on s'intéresse aussi à d'autres parties intéressées. Et donc, c'est pris en compte. Voilà. L'approche de la performance, c'est vraiment une approche inédite, assez innovante, qu'on a mis en œuvre, qui a été très attendue, et qui consiste à s'appuyer sur des simulations, quand on est en conception, ou sur des mesures, quand on est en exploitation,
pour vraiment s'approcher le plus possible de la performance réelle et pas seulement d'une performance théorique. Le commissionnement, ça bien sûr, comme j'ai dit, c'est une démarche qualité pour obtenir la performance. On privilégie donc des indicateurs de résultats plutôt que des indicateurs de moyens, même s'il en reste encore quelques-uns sur des thèmes qui sont peut-être moins mûrs. Et puis l'analyse de cycle de vie, c'est vraiment la vision globale sur tout le cycle de vie de l'ouvrage. Du coup, on a inauguré une nouvelle échelle. Au lieu de base performant, très performant, on a une échelle qui va de A à F. Et cette échelle, elle permet de classer les bâtiments qui soient neufs, rénovés, en exploitation, existants. Tout un parc peut être classifié avec cette échelle. Donc un bâtiment existant, très bien exploité, peut avoir une performance équivalente à un bâtiment neuf, mal conçu, mal réalisé, mal entretenu, mal utilisé. Hein, vous le savez évidemment. Auparavant, nous avions 3 échelles, une pour les bâtiments neufs, une pour les bâtiments rénovés, une pour les bâtiments existants. Aujourd'hui, on n'en a qu'une, ce qui favorise la vision de parc, et également la vision de la dynamique du parc, parce que vous voyez qu'année après année, vous allez pouvoir mesurer vos progrès en matière d'impact carbone, par exemple, ou en matière de performance énergétique, ou en matière de qualité de vie. Vous savez sans doute qu'il y a une obligation maintenant d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments tertiaires. Voilà, c'était issu de la loi Grenelle avec des décrets d'application qui sont juste très récents. Avec une échelle de mesure comme celle-ci, vous pouvez rendre compte de votre obligation d'amélioration de la performance de votre parc en montrant que vous aviez X% de bâtiments en classe D, que vous avez passé en classe C, etc. Et donc rendre compte de la dynamique d'amélioration de votre parc pour satisfaire donc à ce décret issu du Grenelle ou bien sûr pour rendre compte dans votre rapport RSE de vos progrès ou vis-à-vis de vos différentes parties prenantes. Et ensuite, donc, nous agrégeons tout ça pour donner une échelle qualité de vie, respect de l'environnement, performance économique, et enfin une échelle de performance globale, performant, très performant, excellent et exceptionnel. Alors je précise à ce stade que l'ancienne échelle NF, HQE, bâtiment tertiaire, et la nouvelle, même si on utilise les mêmes termes, performant, enfin excellent, exceptionnel, etc., n'a plus rien à voir, parce que dans l'ancienne échelle, on mesurait la qualité environnementale du bâtiment. Aujourd'hui, on mesure la performance de développement durable. On a pris de nouveaux thèmes. Et puis, on en a profité, évidemment, pour augmenter un peu l'échelle, hein, puisque l'échelle précédente, elle datait des années 2000. Et les performances des bâtiments ont beaucoup progressé depuis cette date. Donc, il ne faut pas confondre un HQE exceptionnel, un NF-HQE exceptionnel avec un NF-HQE, un HQE bâtiment durable exceptionnel. Bien sûr, c'est beaucoup plus difficile d'être exceptionnel en HQE bâtiment durable qu'en NF-HQE, c'est normal, c'est une nouvelle génération de certification. Donc c'est important que vous lisiez l'étiquette, alors vous investisseurs, vous utilisateurs, vous promoteurs, vous acteurs de l'immobilier, que vous sachiez ce qui se cache derrière ces terminologies. Voilà, on a presque terminé la présentation, donc on est aussi à l'heure du numérique et donc on a développé une plateforme qui vous permet en ligne d'avoir accès à tous les services de certificat. Donc cette plateforme en ligne, elle permet d'accéder au référentiel et avec tous ses guides dans un environnement contextualisé, c'est-à-dire que vous décrivez votre bâtiment et vous avez accès aux exigences qui correspondent vraiment à votre bâtiment. La plateforme fait des calculs automatiques, vous avez tout un tas de calculettes, alors sur l'analyse cycle de vie, sur les consommations d'eau, sur la prédiction de la qualité de l'air intérieur. Voilà, donc beaucoup d'outils qui sont vraiment à votre disposition pour vous aider à appréhender la performance environnementale des bâtiments. Cet outil permet de faire des reporting personnalisés. Il y a une fonction rapport avec des rapports prédéfinis que vous pouvez personnaliser. Il y a un espace collaboratif où vous pouvez échanger des documents, notamment donc avec Certiva et Serway, mais aussi avec les acteurs de l'opération.
Et puis, il y a une sécurisation, une historisation des données, et je m'aperçois qu'on n'a pas mis. Vous pouvez aussi poser des questions techniques à Certivea et obtenir les réponses en ligne. Et quand vous participez à un audit, l'auditeur, bien sûr, utilise la plateforme pour vous dire voilà les points forts de votre opération, voilà les écarts, voilà les réponses que j'attends. Le tout, évidemment, en ligne. Donc, un même outil pour suivre toutes les données. Et vous imaginez bien qu'en termes de gestion de parc, en termes de reporting RSE, en termes, etc., ça peut vous apporter évidemment beaucoup de fonctionnalités nouvelles. L'outil a été conçu pour ça, donc n'hésitez pas à l'utiliser aussi. Voilà, pour terminer, une certification chez Certivea, c'est une certification qui vit. Comme je l'ai dit, nous avons élaboré chaque référentiel avec l'ensemble des parties prenantes. On a pris soin de faire des tests, des opérations pilotes, de faire des appels à commentaires. Il y a plus de 200 commentaires qui sont reçus, peut-être même plus que ça. Christophe a l'air de dire que c'est beaucoup plus que ça pour chacun des référentiels que nous traitons évidemment pour qu'ils aient leur valeur ajoutée. Mais une fois que le référentiel est approuvé, l'histoire n'est pas terminée. On prend évidemment en compte vos retours d'expérience pour faire en sorte que les référentiels soient le plus explicite possible, et donc on fait des correctifs, et pour ce référentiel HQE bâtiment durable, on est en train de préparer la V3, voilà, à peu près une par an, et donc on a déjà modifié dans la V2 tous ces thèmes, qualité de l'intérieur, confort visuel, voilà, 6 thèmes ont déjà été ajustés en fonction de vos hauteurs d'expérience. Sur la V3 qui va sortir en tout début d'année 2019, donc 3 thèmes sont en cours de modification: la facilité d'accès, la facilité d'usage, la sécurité et sûreté. Voilà, ça marche plutôt pas mal dans les bâtiments neufs, c'est un peu plus compliqué sur les bâtiments existants. Donc on est en train de revoir tout ça. Et puis, bien sûr, un processus de certification simplifié. À chaque fois, on prend en compte vos retours pour que ça soit le plus opérationnel possible pour vous, que ça vous apporte le plus de valeur. Voilà ce que je pouvais vous dire sur donc, ce référentiel HQE bâtiment durable.